Retour à Abidjan du président Ouattara. Il revient d'Abuja où il a pris part au sommet de la CEDEAO, sommet sur fond de célébration des 40 années d'existence de l'organisation. Plusieurs questions ont été évoquées, la sécurité et les élections dans la région. La Banque mondiale vient de rendre public un rapport sur l'économie ivoirienne. Révélation importante, en 2015, la Côte d'Ivoire a maintenu son niveau de croissance robuste des 3 dernières années, croissance qui devient de plus en plus inclusive. Le nouveau plan d'action 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants a été officiellement présenté avant-hier au plateau, document présenté par la première dame, Dominique Ouattara. Et puis, ce devoir de mémoire, il y a 5 ans, jour pour jour, débutait un mouvement de contestation populaire dans le monde arabe. Baptisé le printemps arabe, cette révolte a-t-elle permis l'instauration de la démocratie et de meilleures conditions de vie pour les populations? Réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette image du président de la République, Alassane Ouattara, revient d'Abuja où il a pris part à un sommet de la CEDEAO, sommet sur fond de célébration des 40 années d'existence de l'organisation. Les chefs d'État ont largement évoqué les questions sécuritaires dans la région, mais aussi les élections présidentielles organisées en 2015. Le président Ouattara a fait le point de son séjour. Il s'est notamment prononcé sur l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme MCC. Je vous propose de l'écouter. En marge du sommet, j'ai eu un entretien téléphonique important avec Madame Dana Hyde, qui est la présidente directeur générale du Millennium Challenge Corporation, le MCC, qui m'a appelé de Washington hier soir pour nous dire que le conseil d'administration du MCC venait de sélectionner la Côte d'Ivoire comme pays éligible au programme Compact. Donc c'est une excellente nouvelle que j'ai le plaisir de vous annoncer. Ce programme est important et c'est un programme de soutien d'aide du gouvernement américain qui doit favoriser le développement économique et la réduction de la pauvreté. Et dans notre entretien, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir ces ressources dès 2016. Une mission du MCC viendra en Côte d'Ivoire dès fin janvier pour que nous puissions nous mettre au travail et cela nous permettra de renforcer donc notre programme de développement et de faire en sorte que nous puissions aller vers l'émergence en réduisant de manière substantielle la pauvreté dans notre pays. Et évidemment, cette sélection fait suite aux grandes performances qui ont été obtenues par le gouvernement et j'en profite pour féliciter le Premier ministre et les ministres concernés qui ont fait un excellent travail. Nous avons eu l'un des meilleurs scores du MCC en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, et également bien sûr de démocratie et en matière économique en général. Je suis très heureux personnellement de cette bonne nouvelle et j'ai demandé à Mme Donna Hyde de transmettre nos remerciements au président de MCC, qui est le secrétaire d'État, John Kerry, et au président Obama lui-même. Cela montre que les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont vraiment en bon état et en bonne marche. Et ces ressources importantes nous permettront d'aller encore plus vite vers ce que nous comptons réaliser pour nos concitoyens. Donc je voudrais vous dire que c'était un sommet important, un sommet utile, et cette bonne nouvelle n'a fait que couronner nos efforts et je m'en félicite. On parle toujours économie avec cette nouvelle annoncée par le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire est donc apte à être éligible au programme du MCC. Vous venez d'entendre le président de la République. Autre rapport, cette fois, c'est celui de la Banque mondiale qui vient d'être rendu public. Révélation importante, en 2015, la Côte d'Ivoire a maintenu son niveau de croissance robuste des 3 dernières années. Croissance qui devient de plus en plus inclusive et partagée avec le monde rural. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a exprimé sa satisfaction tout en admettant la nécessité d'améliorer l'offre d'emploi de qualité. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwameala.
Croissance économique 8,4%, solde budgétaire 3,9% du produit intérieur brut, inflation 1,5%, compte courant 1,6% du produit intérieur brut. Bref, les indicateurs économiques de la Côte d'Ivoire sont encourageants. Ces performances économiques découlent de la combinaison de plusieurs facteurs, selon le rapport sur la situation économique 2015 de la Côte d'Ivoire, présenté ce jeudi par la Banque mondiale. Suite à une crise de 10 ans, il y a toujours le pays qui rattrape une croissance perdue. La deuxième raison, c'est la maîtrise des politiques budgétaires et monétaires de la part du gouvernement. Ceci est remarquable, notamment dans un contexte d'élections qui sont souvent propices à des dérapages budgétaires, ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Le troisième facteur est aussi le progrès du monde agricole, le maintien de prix des principales matières agricoles, notamment le cacao, a permis l'essor, l'expansion de ce monde, du revenu dans le monde agricole, ce qui a effectivement engendré une bonne croissance économique. Cependant, il va falloir maintenir la vigilance, d'autant que la Côte d'Ivoire reste exposée à un certain nombre de fragilités. À commencer par le maintien de ses produits d'exportation. Il lui faudra aussi bien concilier son désir d'accroître ses infrastructures et la couverture de ses services sociaux avec l'obligation de contrôler son endettement. Le gouvernement est déterminé à donner plus de vigueur à son économie, notamment dans les domaines de l'agriculture avec le programme national d'investissement agricole PNIA et du développement des petites et moyennes entreprises. Néanmoins, la problématique de l'emploi constitue un défi majeur. Objectif, transformer la forte croissance en véritable outil de réduction de la pauvreté. Le défi est grand, mais surmontable, car la Côte d'Ivoire a d'énormes potentialités que le gouvernement entend transformer en faveur du bien-être des populations, notamment à travers le prochain PND 2016-2020. Ce sont plus de 29 milliards de francs CFA d'investissement qui sont prévus, dont 11 000 financés par l'État. La Côte d'Ivoire vient de signer avec la Chine un contrat pour le développement et la réhabilitation de son réseau électrique. Valeur de ce contrat, environ 513 milliards de francs CFA. Le projet, qui sera exécuté par des entreprises chinoises, prévoit la réalisation de 27 postes de transformation et de 1950 km de lignes de transport d'énergie sur l'ensemble du territoire national. La signature a eu lieu hier à la primature en présence de Sidonie Davila. La Chine veut participer à l'amélioration du réseau électrique en Côte d'Ivoire. Manifestation de cette volonté, le contrat signé ce mercredi entre l'ambassadeur de la République de Chine, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabritoakos et le ministre chargé de l'économie Nialé Kaba. Ce contrat portant sur le développement et la réhabilitation du réseau électrique permettra de renforcer les capacités du système d'exploitation et d'améliorer la qualité de la fourniture en électricité sur le territoire ivoirien. Coût du projet 513 milliards de francs CFA, financé sous forme de prêt à 95% par une banque chinoise et à environ 5% par l'État de Côte d'Ivoire. Donc ce projet revêt une importance particulière dans la mesure où il contribuera à réduire durablement la pauvreté partout en Côte d'Ivoire, en créant des emplois, notamment pour les jeunes, et surtout en améliorant le bien-être des populations. Il s'agit de mettre à la disposition des populations une énergie abondante, de bonne qualité, à moindre coût et accessible à tous. Pour la partie chinoise, ce projet de réhabilitation du réseau électrique matérialise une fois de plus son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans son projet de développement. Le réseau électrique de la Côte d'Ivoire dispose d'une certaine base. Cependant, à cause du vieillissement des équipements, auquel s'ajoute l'augmentation de la demande d'électricité, le réseau existant ne peut plus répondre aux besoins réels. J'ai la conviction que, grâce à nos efforts conjoints, ce projet deviendra un nouveau modèle dans le cadre de notre coopération bilatérale en faveur du développement économique et au bénéfice du peuple ivoirien. La signature de la convention portant sur le financement de la réhabilitation du réseau électrique ivoirien est le fruit de 3 années de discussions entre la Côte d'Ivoire et la République de Chine. Cette convention, qui a une durée de 36 mois, sera une porte ouverte sur la création d'emplois. 18 projets de loi ont été adoptés aujourd'hui par le Parlement ivoirien en plénière. Il s'agit de 11 projets de loi de demande d'autorisation, de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi de ratification d'ordonnances prises au cours de l'année 2015 par le président de la République et enfin
2 projets de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2014 et le second portant budget de l'État pour l'année 2016. Demain vendredi, 18 décembre, marquera donc la clôture de la 2e session ordinaire de l'année 2015, après la plénière du jour. Dans quelques jours, la fête de Noël, les tout-petits seront à l'honneur. Beaucoup de parents mettront tout en œuvre pour que leurs enfants passent de bons moments en famille. D'autres petits, eux, n'auront pas cette chance. La fête, ils la feront dans des instituts spécialisés, des pouponnières ou des orphelinats, abandonnés à la naissance par des parents qui n'en veulent pas, rejetons de personnes incarcérées ou arrachées à la vie. Notre équipe de reportage s'est arrêtée sur les pas de ces enfants qui ne feront pas la Noël comme tout le monde. Un sujet d'Alexis Ouedraogo. De toutes petites mains, un regard attendrissant. Azaria a 2 mois. Sa mère l'a abandonnée à sa naissance. Aucune adresse exacte, aucun contact pour la retrouver. Le nom Azaria, c'est d'ailleurs ici, à la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny, que les mères nourricières le lui ont donné. Azaria, pour dire Dieu l'a secouru, comme avant lui, de nombreux enfants. 12 heures, c'est l'heure du réveil des bébés. Les mères de substitution pressent le pas. Il faut donner les biberons, changer les couches ou faire des câlins, tout simplement. Depuis 2 ans, Marie-Rose Ada est la directrice de ce centre. Il reçoit les tout-petits de 0 à 2 ans. Chacun de ces pensionnaires a une histoire. Le petit Moïse a été retrouvé à Bassam, au bord de la mer. Ses parents l'avaient enterré vivant. C'est un chien qui a attiré l'attention de la population. Quand le pêcheur a vu qu'il y avait un enfant qui était enterré, ils l'ont déterré. Et Moïse était vivant. Chaque année, près de 200 enfants passent par cette pouponnière. Certains d'entre eux ont la chance de ne pas y résider longtemps lorsque leurs parents se répandent et reviennent sur leurs pas. Elle est venue la première fois. Il lui a dit que vous êtes venu voir votre enfant. Elle dit non, qu'elle est venue me saluer. Je dis je vais vous montrer l'enfant que vous avez abandonné. Donc j'ai demandé au service social de faire monter l'enfant. Quand elle a vu son enfant, elle a pleuré. Et elle est repartie. C'est 2 jours après qu'elle est revenue pour dire qu'elle voulait prendre son enfant. D'autres enfants, eux, ont moins de chance. Les conditions dans lesquelles on les récupère sont souvent juste inhumaines. Ils sont attachés dans des sachets et jetés dans des endroits insalubres. Donc souvent nous retrouvons ces enfants avec des fourmis sur le corps, des asticots qui sont en train de vraiment, avec le placenta même souvent à côté aussi, avec tout ce qu'il y a comme insectes ou animal. Difficile alors de les insérer dans un foyer. Toute leur vie, ils la vivront ici, entre les murs de l'Institut. Le personnel du centre redouble d'ardeur et d'ingéniosité pour combler le déficit affectif de ces enfants et leur inculquer les rudiments de la vie en famille au cas où ils seraient adoptés. Quand on n'a véritablement pas retrouvé de parents, en ce moment, on recherche des familles d'accueil. Donc si on recherche les familles d'accueil et qu'il y a des personnes volontaires qui veulent bien accueillir ces enfants, voilà, ces enfants sont accueillis donc dans ces familles par la voie de l'adoption. Dans quelques jours, la fête de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Le centre a sorti ses guirlandes en attendant Papa Noël. Même si le début de leur vie a été difficile, dans cette nouvelle famille, ces tout petits apprennent à rire, à chanter et à danser en attendant demain. Et c'est justement pour protéger tous les enfants que le nouveau plan d'action 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants a été officiellement présenté avant-hier au plateau. Présentation faite par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Pour consolider les acquis de cette lutte, ce sont plus de 12 milliards de francs CFA qui seront décaissés par l'État, les partenaires techniques et financiers. Les précisions d'Abiba Dambélé-Saroué. Le plan d'action national 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants vise à réduire de 30% à l'échéance 2017 la proportion d'enfants victimes des pires formes de travail en Côte d'Ivoire. Il vise surtout à éliminer les facteurs de risque par la création d'un environnement plus protecteur des enfants contre la traite et l'exploitation. L'objectif à terme
est de parvenir à la réduction d'au moins 70% des pires formes de travail des enfants en fin 2020. 4 axes stratégiques permettront d'atteindre cet objectif, à savoir la prévention, la protection et l'assistance aux victimes, la répression et la coordination, ainsi que le suivi-évaluation. Dans le cadre de la prévention, il s'agit de l'adoption, entre autres, de la loi sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, de la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les travailleurs et travailleuses domestiques, de la production et de la diffusion d'un recueil des textes juridiques relatifs au travail des enfants, ainsi que de la sensibilisation. Pour ce qui est de la protection et de l'assistance aux victimes, le Comité national de surveillance et le Comité interministériel comptent vulgariser la ligne verte 116 d'assistance aux victimes. Il prévoit aussi prendre en charge et réinsérer au moins 400 000 enfants victimes de traite et de pires formes de travail des enfants. Construire 2 maisons d'accueil pour ces enfants dans le sud-ouest, à Soubré, et dans le nord, notamment à Ferkessédougou. La répression va se poursuivre et s'accentuer. En effet, le plan prévoit de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services déconcentrés de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite d'enfants et la délinquance juvénile. Former les 12 points focaux des districts de police d'Abidjan, mettre en place et former 200 points focaux dans 100 brigades de gendarmerie dans les zones à risque. En plus, le plan propose l'organisation de 3 opérations de police de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants dans les zones concernées par ce phénomène. Pour ce qui est de la coordination et le suivi-évaluation, le plan prévoit d'organiser des rencontres périodiques de suivi et de coordination entre le Comité national de surveillance et le Comité interministériel. Il prévoit de réaliser des visites conjointes de terrain pour le suivi des activités et projets réalisés par les acteurs en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Pour sa part, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance, a tenu à partager sa conviction et sa vision pour l'amélioration des conditions de vie de ces enfants victimes. Les enfants représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire et leur protection est primordiale à l'équilibre de notre société. Nous devons donc arriver à créer un environnement propice à leur épanouissement et à leur équilibre. Nous comptons étendre le SOSTECI, système d'observation du suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, à 20 départements supplémentaires afin d'améliorer la base de données nationale de référencement du travail des enfants dans le pays. Par ailleurs, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envisage une mission à Genève dès le début 2016 pour rencontrer les responsables du Bureau international du travail afin de redéfinir la notion d'enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Dans l'actualité judiciaire, la reprise ce jeudi du procès dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye. 19 personnes, dont le général Dogbo Blé et Anselme Sekayapo, ont comparu devant le tribunal militaire. Au total, ce sont 24 militaires qui sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat de l'ex-chef d'état-major, sa famille et sa garde rapprochée. Des personnalités politiques ont été aussi entendues au cours de ce procès. Le témoignage d'Abou Sanogo. Un dispositif sécuritaire composé de gendarmes et de policiers. Un public soumis à une fouille. Des couloirs occupés par les forces de l'ordre. Nous sommes au palais de justice d'Abidjan. Et c'est ce jeudi que reprend le procès sur l'assassinat de l'ex-chef de l'État, le général Robert Gueye. 9h08. Le quart de la gendarmerie nationale transportant les présumés coupables fait son entrée dans l'enceinte du palais. Il s'agit de 19 militaires sur les 24 accusés. Ils comparaissent pour les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse, des membres de sa famille et des membres de sa garde rapprochée. Les débats de forme ont commencé. Tous ont été présentés au juge Dambélé Taïrou après 3 heures de lecture de l'ordonnance de renvoi. 3 absences constatées parmi les présumés coupables. Le juge renvoie le procès au jeudi 21 janvier 2016. Mais d'autres motifs expliquent ce renvoi. 3 personnes sur les 22 qui ont été renvoyées devant le tribunal qui étaient absents. Alors ces 3 personnes, je précise qu'ils ne sont plus en Côte d'Ivoire.
Ils ont été radiés des forces armées, des forces républicaines depuis longtemps. On ne sait plus où ils se trouvent. De sorte que nous avons lancé des mandats d'arrêt. Nous avons de nouveaux avocats qui se sont constitués pour la défense des prévenus et également pour la défense des ayants droit, des victimes. Il faut donc leur porter le dossier pour qu'ils voient et porter le dossier à leur connaissance. Pour trouver que d'autres jours que nous n'avions pas prévus, d'autres jours de fêtes religieuses que nous n'avions pas prévus, sont venus augmenter les jours déjà nombreux d'indisponibilité, ce qui nécessairement a conduit le tribunal à renvoyer beaucoup plus de sérénité. À ce procès comparaîtront le commandant Anselme Sekayapo, ex-responsable de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo, et le général Dogoblé Bruno, ex-commandant de la garde républicaine. Pascal Afi Nguessan et Lida Kwasi, respectivement Premier ministre et ministre de la Défense au moment des faits, seront également entendus. Le général Robert Gueye a été assassiné le 19 septembre 2002. Ce soir, on vous fait un point chiffré de la situation des réfugiés ivoiriens. Interrompue en 2014 pour cause d'Ebola, l'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens réfugiés au Libéria reprend. Demain vendredi, 1500 d'entre eux regagneront le Bercail grâce aux efforts conjoints des gouvernements ivoiriens et libériens et du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Rappelons que plus de 300 000 Ivoiriens avaient fui le pays à cause de la crise post-électorale de 2010. À ce jour, il ne reste que 60 000 réfugiés répartis comme suite: 11 452 au Ghana, 37 951 au Libéria, 6 567 en Guinée, 2274 au Togo et enfin 1022 au Libéria. Autre sujet, le Fonds de soutien et de développement de la presse a procédé à la remise de dons et subventions aux entreprises de presse et organisations professionnelles des médias. À l'occasion, 25 entreprises de presse ont bénéficié d'une subvention d'impression à hauteur de 187 950 000 francs CFA. Nou Sangaré, Serge Koléa, Moussa Konaté. Une subvention de 187 950 000 francs CFA pour l'impression de journaux octroyés à 25 entreprises de presse. Une autre de fonctionnement de 81 352 800 francs CFA destinée à 8 organisations professionnelles de médias, soit un total de plus de 285 millions de francs CFA. C'est le don du FSDP, le Fonds de soutien et de développement de la presse, pour l'amélioration des conditions de travail des acteurs des médias. L'acte que nous posons s'inscrit dans la droite ligne de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de soutenir le secteur des médias en général et celui des médias privés en particulier. Selon le porte-parole des bénéficiaires, ce don est un soulagement pour les entreprises de presse qui rencontrent des difficultés au quotidien. La plupart des entreprises vivent des moments assez difficiles à cause de la baisse de nos ventes, à cause d'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons actuellement. Donc lorsque nous recevons comme ça un don, quelle que soit la nature du don, en tout cas on ne peut pas cacher là-dessus, on ne peut que dire merci. La ministre de la Communication invite les patrons de presse et les journalistes à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Plus que les autres acteurs du secteur, vous devez vous inscrire davantage dans la quête permanente de la qualité, tant au niveau de la forme que des contenus rédactionnels. Vous devez également privilégier la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics que l'État alloue à vos entreprises et organisations professionnelles. Cette subvention à la presse privée, initiée par le Fonds de soutien et de développement de la presse, en est à sa 6e édition cette année. Pour l'année 2015, ce sont plus de 771 millions de francs CFA qui ont été accordés au secteur des médias privés. On s'intéresse maintenant à la CAIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en charge de mettre les informations et documents publics à la disposition de tout individu désireux de les avoir. La Commission a entamé une série de formations à l'endroit des journalistes et agents des médias. Ce jeudi, les commissaires de l'institution ont expliqué la loi et le décret d'application de la loi aux organisations professionnelles des médias. Gabriel Zani.
Bien que reconnu comme un droit fondamental par le gouvernement, le droit à l'information pose toujours problème. En 2013, la Côte d'Ivoire a adopté une loi sur l'accès à l'information et aux documents d'intérêt public pour trancher la question. La KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en charge de l'application de cette loi, multiplie les séminaires de formation des journalistes et des médias, car ce sont eux qui manipulent l'information à plein régime. Le séminaire de ce jour a donc pour objectif de vous présenter et surtout de vous expliquer la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public ainsi que son décret d'application numéro 2014-462 du 6 août 2014. L'État et ses démembrements, les autorités judiciaires, les entreprises de droit privé qui fournissent un service public comptent parmi les organismes publics que la loi oblige à permettre un accès libre à l'information. La KIDP a décidé de démarrer la campagne de vulgarisation de la loi par les médias. Ceci pour deux raisons évidentes. La première est que le droit du public à l'information est une revendication historique des journalistes qui tire son fondement dans la célèbre Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais le droit à l'information n'est pas seulement réservé aux hommes des médias. C'est en cela que la loi et son décret d'application doivent être compris et vulgarisés. Moi, je suis président des radios de proximité. Nos radios sont sur le terrain et les populations ont besoin d'informations concernant la gestion des ministères au niveau des collectivités. Et souvent, les gens n'ont pas l'information. Donc, je pense que c'est vraiment important pour nous de nous approprier cette loi. Donner un accès libre à l'information est un indicateur de transparence et donc de bonne gouvernance. Cette formation à l'intention des organisations professionnelles des médias entre dans un vaste programme de vulgarisation de la loi par les médias. Le 10 décembre dernier, une première formation avait concerné les journalistes désignés comme points focaux de la KIDP pour le compte des groupes de presse. Souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, débutait un mouvement de contestation populaire dans le monde arabe. Baptisé le printemps arabe, cette révolte partie de la Tunisie et qui s'est finalement propagée presque dans tout le monde arabe, a visé l'instauration de la démocratie et de meilleures conditions de vie pour les populations. Aujourd'hui, on est loin du compte, c'est plutôt le terrorisme né de l'instabilité qui prend le pas, le point de Sylvie Touré. De Mohamed Bouazizi, il ne reste que son étal, un parti consumé par le feu avec lequel il s'est immolé le 17 décembre 2010 en pleine rue. Ce jeune commerçant de 26 ans protestait ainsi contre la cherté de la vie et le chômage. Parti de Sidi Bouzid, petite ville située au centre de la Tunisie, la révolte s'est étendue à plusieurs pays sans toutefois avoir les mêmes conséquences. En Tunisie, point de départ du mouvement, ce vent de contestation baptisé le printemps arabe balaie rapidement le président Ben Ali. Des élections sont organisées, elles aboutissent à l'arrivée au pouvoir d'un président et d'un parlement. L'Égypte emboîte le pas, la révolte entraîne le départ d'Hosni Moubarak et la tenue d'élections remportée par les frères musulmans. Un coup d'État se produit finalement et le maréchal Al-Sisi prend le pouvoir. Un retour à la case départ. En Libye, le soulèvement populaire tourne à la guerre, le guide libyen Muammar Kadhafi est tué. Mais les révolutionnaires ne parviennent pas à s'accorder. Deux parlements se disputent à ce jour le pouvoir à coups d'armes lourdes. Conséquence, le pays est plongé dans le chaos. Au Moyen-Orient, la révolution force le président yéménite Abdallah Saleh à quitter le pouvoir. Son départ renforce l'insurrection Houthi, dont la progression a conduit au déclenchement de la guerre en cours dans le pays. En Syrie, les mouvements de protestation entraînent une guerre civile, au moins 200 000 morts, mais le président Bachar el-Assad tient toujours la barre. Dans les pays tels que le Bahreïn, le Maroc et l'Algérie, les révoltes ont été étouffées. Au bout du compte,
Les révolutions arabes n'ont pas toutes débouché sur l'instauration des régimes démocratiques, mais ont permis l'arrivée au pouvoir de partis théocratiques ou l'émergence et l'implantation de groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Jabhat al-Nosra en Syrie ou encore Daesh. Tous ces groupes ont trouvé à l'occasion des terreaux fertiles dans la plupart des pays, secoués par le vent de la révolution, faisant du printemps arabe un printemps pour le djihad. 48e sommet de la CEDEAO, retour en image sur cette rencontre à laquelle a pris part le président Alassane Ouattara, vous l'avez vu en début de journal. Cérémonie également marquée par la célébration des 40 ans de l'organisation ouest-africaine. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Viviane Haïm. Un chant pour les 40 ans de Dame CEDEAO qui arrivent à l'âge de maturité. Le constat est unanime pour ses dirigeants et chefs d'État. La CEDEAO est devenue plus forte et son avenir est prometteur. Au fil des ans, la CEDEAO a élargi ses missions. Au-delà de sa vocation économique initiale, elle a su prendre en charge des questions difficiles et complexes de maintien de la paix et de la sécurité, de renforcement de la démocratie et de protection des droits de l'homme. C'est dire que nous sommes sur la bonne voie. La voie qui mène de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Un anniversaire est aussi le temps d'une rétrospective. On a loué et remercié les pères fondateurs pour la vision qu'ils ont eue, malgré le contexte de clivage qui était le leur, d'avoir jeté les bases pour la création d'un espace communautaire, économique, devant devenir à terme une communauté politique aussi. De ces 15 pères fondateurs, dont le président Houphouët-Boigny, un seul survivant, l'ancien président du Nigeria, le général Yakubu Gowon. Hommage lui a été rendu par ses pères actuels chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, pour cet héritage émérite qu'ils ont à leur tour fait grandir. La CEDEAO, en 40 ans, peut se vanter d'avoir extirpé du milieu d'elle les coups d'État militaires qui n'ont plus droit de citer. Le principe d'élection démocratique s'enracine. Au plan économique, la libre circulation des personnes et des biens est devenue réalité. De même, le marché commun, avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun. À cela s'ajoute l'autoroute Abidjan-Lagos en construction et la boucle ferroviaire Abidjan-Niger en réalisation. Dès janvier 2016 va être lancée la nouvelle carte d'identité biométrique de la CEDEAO qui a été présentée et remise officiellement au chef d'État. À l'occasion de ce 40e anniversaire, pour la première fois, un timbre émis en commun par les 15 pays a été présenté officiellement par le président en exercice de la CEPAO, qui est la conférence des ministres de la Poste de l'Afrique de l'Ouest, le ministre ivoirien de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Le rêve d'une communauté économique, voire politique, ouest-africaine est tout doucement en train de devenir réalité. Le 48e sommet de la CEDEAO s'est refermé après la célébration du 40e anniversaire. Le président de la commission, Kadre Désiré Ouedraogo, en fin de mandat, a reçu les félicitations et les remerciements des chefs d'État. Pour lui succéder, la conférence des chefs d'État a décidé, dans son communiqué final, l'attribution du poste de président de la commission au Bénin et celui de vice-président de la commission à la Gambie. Le prochain sommet se tiendra à Dakar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile.